Il est 20 heures, heureux de vous retrouver compte de cette édition d'information dont voici les titres. La campagne de vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution a été officiellement lancée hier, mercredi à Conakry par les autorités de la transition. L'objectif est d'aller rencontrer les citoyens à la base pour recueillir leurs avis sur le texte proposé. Ce sera sur toute l'étendue du territoire national. Les conseillers nationaux de la transition et des fonctionnaires parlementaires vont être déployés pour accomplir cette mission. Vous le verrez dans cette édition d'information. L'élection de Donald Trump et la défaite de Kamala Harris aux États-Unis sont commentées en Guinée par des acteurs sociopolitiques. Une actualité diversement appréciée par les uns et les autres entre soutien, déception et félicitations. Chacun a donné son avis. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité. Le Conseil national de la transition a lancé la campagne de vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution pour les Guinéens. C'est à travers une cérémonie organisée à cet effet ce mercredi sur l'esplanade du Palais du Peuple. Il s'agira d'aller auprès des citoyens pour leur expliquer le contenu de l'avant-projet de constitution de Conakry à l'intérieur du pays. Ansoubaï Baldé. Ce sera une campagne qui va toucher toutes les couches socio-professionnelles sur toute l'étendue du territoire national. Les conseillers nationaux de la transition sont ceux qui vont aller sur le terrain pour la vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution. Il sera question d'expliquer le contenu du document proposé par le CNT. Le top départ sera donné. À partir de maintenant, c'est à nous, honorables représentants, de porter cette constitution jusqu'au cœur de chaque village, de chaque quartier, de chaque foyer. Nous sommes les messagers d'un texte qui incarne notre vision d'un avenir meilleur. Notre mission ne consiste pas seulement à expliquer, mais à inspirer. La démarche du Conseil national de la transition vise à recueillir les avis de tous les citoyens guinéens de Conakry jusqu'à l'intérieur du pays. Avec cette initiative, la Guinée devient un modèle en termes de rédaction de constitution, déclare le président du Conseil national de la transition. Aujourd'hui marque le départ de la plus grande campagne d'explication d'un texte constitutionnel qui n'a jamais été vécu dans un pays africain. Je précise, le modèle guinéen a été certifié par l'Union interparlementaire pour servir de modèle pour tous les pays en transition et servir de modèle pour tous les pays qui sont en réforme constitutionnelle. C'est ça qui justifie notre invitation au Gabon, dans d'autres pays, pour appuyer ces pays dans leur processus constitutionnel. C'est grâce à la vision du président de la République qui est parti d'une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Il a promis que nous allons faire des institutions, bâtir des institutions qui résisteront au temps et à la tentation des hommes. La cérémonie de lancement de la campagne de vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution a connu la présence des membres du CNRD, des corps diplomatiques accrédités en Guinée et des acteurs sociopolitiques. Le journalisme d'investigation peine à gagner du terrain en Guinée. Ce genre de journalisme basé sur les enquêtes permet d'aller beaucoup plus en profondeur pour mettre à la place publique une information d'intérêt général cachée. C'est la forme de journalisme la plus récompensée actuellement, mais il faut reconnaître qu'elle comporte assez de risques. Reportage Mamata Nouba. Le journalisme d'investigation est un genre qui se base sur les recherches approfondies sur le sujet traité. Son but principal est de dévoiler à la place publique une information d'intérêt général opaque ou dissimulée. En Guinée, peu de journalistes ou de rédactions se lancent dans le traitement des sujets d'enquête. Ibrahima Ahmed Bari, ancien présentateur à la RTG, explique les qualités d'un journaliste d'investigation. C'est le must du journaliste qui représente le journaliste d'investigation. C'est pourquoi d'ailleurs ceux qui se lancent dans ce métier sont plus valorisés, ils sont plus respectés parce qu'ils engagent avec eux leur crédibilité, leur professionnalisme, leur compétence dans le traitement de l'information avec objectivité,
responsabilité et professionnalisme. Alors il faut faire ce travail, vous savez que ce n'est pas un débutant qui peut faire ça, donc il ne faut pas que tu prêtes aussi le flanc parce qu'il faut que tu respectes le code d'éthique et de déontologie, la qualité de source, le traitement de ces sources, leur exploitation, la démarche méthodologique, comment il faut prendre là-dedans, la finalité de cette investigation, les plans, les techniques. Vraiment, c'est un professionnel aguerri qui peut se lancer dans ça. La pratique du journalisme d'investigation nécessite des moyens, mais pour le journaliste Ounia Camara, il faut aussi mettre de la volonté au niveau des rédactions. On a tendance à dire que le journalisme d'investigation nécessite beaucoup de moyens, mais je crois que par-dessus tout, il faut avoir la volonté. Il faut avoir cette arme-là d'aller dénicher ce que les autres médias n'ont pas. Et lorsque nous avons donc cet engagement, cette volonté, je crois que c'est déjà un grand pas. Le journalisme d'investigation comporte beaucoup de risques car le journaliste investigateur est appelé à mettre à la portée du public ce qui est caché. En Guinée, le cadre juridique permet aux journalistes de pratiquer ce genre de journalisme. Ibrahim Ahmed Bari pense que le journalisme d'investigation peut bien contribuer à la bonne gestion de la chose publique. Il permettrait d'éclairer davantage la lanterne du public. Parce que quelle est la finalité? Le journaliste, on l'a dit, il collecte, il traite, il diffuse l'information. C'est pour le grand public. On l'informe de ce qui se passe au quotidien, mais on veut l'informer en immersion de ce qui se passe dans des secteurs. Le journalisme d'investigation a bien de l'avenir en Guinée si toutefois les autorités et les journalistes eux-mêmes œuvrent dans ce sens. L'intelligence artificielle, un procédé logique et automatisé basé généralement sur un algorithme. Cet ensemble de théories et de techniques facilite la réalisation des tâches bien définies et stimule l'intelligence humaine. L'intelligence artificielle a certes des avantages, mais elle a aussi des inconvénients. Nos reporters Djiba Bari et Mamadou Tanouba ont rencontré quelques techniciens. Suivez ce reportage. L'intelligence artificielle ou l'évolution technologique est un procédé logique et automatisé qui repose généralement sur un algorithme qui permet de réaliser des tâches bien définies. Mamadi Kaba, consultant en développement numérique, évoque les avantages de l'IA. Elle va permettre en fait d'aller au-delà du raisonnement humain à obtenir des informations, des données de façon très proactive et de façon un peu plus rapide que l'être humain et les autres machines qu'on a connues déjà. Donc c'est un algorithme super puissant qui va permettre en effet à notre monde d'accélérer son développement technologique et humain en fait. L'intégration de ce concept a certes des avantages sur le terrain, mais comme toute technologie, l'intelligence artificielle a aussi des conséquences sur le marché. L'intelligence artificielle va quand même fermer un certain nombre d'emplois, ça commence déjà, et cela va avoir à la fois des conséquences financières, mais aussi psychologiques en fait sur l'état d'esprit des chômeurs qui vont être créés par l'intelligence artificielle. Comme la Guinée, plusieurs pays africains traînent les pas aujourd'hui dans l'utilisation de l'intelligence artificielle à cause de 3 freins, selon Mamadi Kaba. C'est que les infrastructures, les préalables dont l'intelligence artificielle a besoin n'existent pas encore dans nos pays. On n'a pas encore une stratégie officielle d'intégration à la fois sur le plan académique, technique et scientifique de l'intelligence artificielle dans nos pays africains, y compris la Guinée. Et on n'a pas de politique publique spécifique et centrée sur l'intelligence artificielle. Pour le consultant en technologie Mamadi Kaba, l'intelligence artificielle n'est plus un choix, mais une nécessité dans la mesure où elle existe dans nos pays et s'impose à nous dans nos recherches. Au-delà, il est aussi un outil géopolitique de puissance. Dans l'actualité, élection présidentielle américaine et la victoire de Donald Trump face à Kamala Harris, des acteurs sociopolitiques se prononcent en Guinée, des soutiens du vainqueur et de la perdante. D'un côté, des pro-démocratie, de l'autre, ont donné leur avis sur ce qui s'est passé, du moins aux États-Unis, en Soubaï-le-Baldé.
La casquette qu'il porte montre son soutien et sa joie pour le nouveau président élu des États-Unis, Donald Trump. Dr Ibrahima Sori Diallo du parti ADC BOK a cru bien avant le vote et cela est devenu une réalité après les résultats qui ont été révélés en faveur du candidat républicain. Je n'ai pas dormi, j'ai regardé de bout en bout, étape par étape, la victoire de Donald Trump. Ça a commencé au centre et c'est parti à la périphérie. Donc c'est pour dire que Donald Trump n'a pas truqué les élections, comme ils l'ont dit, ça vers sa première mandature, qu'il a volé les élections. C'est tout à fait faux. Et aujourd'hui, Donald Trump est un leader exemplaire. C'est un leader dont les acteurs africains doivent imiter pour arriver au pouvoir. Il y a aussi des soutiens de Kamala Harris qui a perdu face à son adversaire. La candidate démocrate était vue comme celle qui pouvait battre le record pour enfin diriger l'Amérique en tant que femme. Mais cette estimation se transforme en déception pour Hamidou Bari du parti PCDIC. Le motif, c'est de voir pour une fois, après l'élection d'un noir à la tête de la première puissance mondiale, qu'on voit une femme issue d'une certaine minorité à la tête de cette puissance mondiale. Mais malheureusement, nous avons compris à travers l'agissement du peuple américain qu'ils ne sont pas dans la posture maintenant à date d'élire une dame à la tête de leur puissance. Mais ce n'est que partie remise. Croyez-moi que qui combat prétendrait à gagner un jour, ce n'est qu'un processus. Moussa Bangoura, acteur de la société civile, voit le retour de Donald Trump au pouvoir et l'atmosphère qui a caractérisé l'élection présidentielle comme une démocratie exemplaire. Franchement, les mots me manquent pour vraiment placer les mots dans le contexte réel. Parce que les États-Unis sont en train de nous donner aujourd'hui une leçon démocratique. Et montrer encore une fois que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Donc aujourd'hui, il faut que l'Afrique puisse vraiment tirer d'enseignements, tirer des leçons. Maintenant, nos sponsors Yellowbet se rapprochent de plus en plus de la jeunesse dans ses projets. À Bessia-Port 2, le pari sportif en ligne accompagne un tournoi de football opposant plusieurs secteurs du quartier. Il est initié par la structure Les Amis de Bessia-Port 2 au nom de la paix. L'idéal est de soutenir l'esprit d'une jeunesse qui promeut la cohésion sociale et son épanouissement. Amara Bangoura était de la partie. Suivez. Yellowbet se révèle le pari en ligne le plus proche des jeunes. En témoigne ce rendez-vous sportif où il a donné le coup d'envoi de la rencontre du jour. Elle oppose Bocaras et le Casteur, un véritable choc de titans qui se joue sous les yeux d'un partenaire au service des jeunes à l'image de ceux de Bessia-Port 2. Nous les avons choisis parce que nous savons que c'est un pari sportif très sérieux, un pari sportif en tout cas qui, au-delà de pari sportif, aide la Guinée à se développer à travers sa jeunesse, à travers beaucoup d'événements qu'organise cette entreprise qu'on appelle Yellowbet. Quand vous voyez que Yellowbet se déplace chaque jour, chaque match et partage ce qui se passe à Bessia-Port 2, je pense que c'est parce que Yellowbet aime la jeunesse. Sur ce temple sportif, tout a rimé à la sportivité et à la combativité pendant plus d'une heure de jeu. L'idéal est de raffermir les liens d'amitié entre les secteurs et de promouvoir la cohésion sociale. D'autres choses qui rend sensible Yellowbet pour accompagner cette initiative. Nous sommes vraiment fiers d'avoir accompagné cette jeunesse. Ça s'inscrit dans la responsabilité sociétale de l'entreprise Yellowbet. Donc aujourd'hui, c'est une fierté de participer à vraiment donner du sens et de la motivation, de l'enthousiasme à cette jeunesse de Bessia. Nous visons simplement à donner de la joie à la jeunesse, contribuer un peu à l'épanouissement de la jeunesse à la base, à travers le sport. Le sport, comme vous le savez, c'est quelque chose de très fondamental pour une jeunesse. Le tournoi a débuté ses demi-finales ce mercredi. Les deux équipes du jour se sont quittées par des séances de tir au but. Sport, pour clôturer cette édition d'information, Benjamin Mendy sort vainqueur de son bras de fer juridique et financier comme
contre son ancien club Manchester City, inculpé et mis en détention provisoire pour viol et agression sexuelle. Le footballeur français réclamait à son ancien employeur plus de 13 millions d'euros au titre de son traitement salarial de plusieurs mois impayés. Il obtient ainsi l'autorisation d'un tribunal de travail de récupérer une partie de son dû et qui doit être définie par ses avocats et le club lui-même. Gerben Mansaré pour le commentaire suivant. L'ex-international demandait l'équivalent de 13,8 millions d'euros à City. Son désormais ancien club a arrêté de lui payer entre sa mise en accusation et son placement en détention provisoire en août 2021 et la fin de son contrat en juin 2023. Désormais pensionnaire au FC Lorient en Ligue 2 française, Benjamin Mendy est autorisé à récupérer une partie de son dû, mais pas la totalité des sommes réclamées. Selon la teneur de la décision d'un tribunal de travail à Manchester, alors qu'il percevait 500 000 livres par mois à City, le footballeur avait passé 5 mois en détention sur les 22 mois couverts par sa demande. Mendy devait percevoir environ 8,5 millions de livres, un montant qui devrait être approuvé par ses avocats et le club. En 2023, l'ex-international français a été acquitté par un tribunal de 6 chefs de viol et d'un chef d'agression sexuelle. En juillet de la même année, il a été innocenté d'un 7e chef de viol ainsi d'une accusation de tentative de viol. En octobre 2023, devant le tribunal du travail, le footballeur a dit qu'il avait dû emprunter de l'argent à d'anciens coéquipiers pour faire face à ses frais de justice et régler sa pension alimentaire. Le club avait cessé de lui verser son salaire après son inculpation, accompagnant la mesure ainsi que sa suspension par la Fédération anglaise de football ne lui permettait plus d'exercer sa profession de footballeur. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site web le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux Kavi Media. Bonsoir.